Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, un avion hypersonique à hydrogène pourrait bientôt voler au-dessus de votre tête. L'entreprise aérospatiale Destinus veut que le vol hypersonique à très longue distance devienne partie intégrante de notre quotidien et dans un avenir proche. Mais quand? Nous poserons la question à son directeur général France. Également dans cette émission, un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs de la tech, des startups peu mises en lumière habituellement et qui ont besoin d'un bon coup de boost pour accélérer leur développement. Ce programme, c'est l'association Diversity Days qui l'a créé. Nous en parlerons dans quelques instants avec sa responsable ainsi que deux lauréats de l'édition Saint-Ouen. Enfin, zoom sur le rendez-vous mondial dédié à l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, il a lieu en France. Le World AI Cannes Festival démarre demain. L'occasion d'aborder ensemble toutes les nouvelles tendances et applications de l'univers IA. Mais tout de suite, comme je vous le disais, place à l'interview du jour. Voler à la vitesse de l'éclair sans polluer l'air, c'est le double défi de la start-up Destinus. Elle développe depuis des mois un avion hypersonique à hydrogène qui pourrait révolutionner le transport aérien. On en parle aujourd'hui avec Jean-Philippe Giraud, directeur général de Destinus France. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Jean-Philippe Giraud, vous en êtes où de ce prototype que vous veniez justement tester spécialement en France, je crois? Oui, alors... on ne va pas tester le prototype hypersonique tout de suite. Il y a des graduations dans le plaisir et on commence par des modèles réduits qui sont en vol subsonique et qui nous permettent de conforter les qualités de vol d'un avion qui reste bizarre. Quand on le voit, c'est quand même un avion qui est conçu pour le vol hypersonique. À quoi il ressemble? Vous dites bizarre, dites-nous, expliquez-nous. Imaginez un fer à repasser très, très effilé. C'est assez différent de l'avion de tout le monde et du vol subsonique. Donc il faut qu'on commence par vérifier les qualités de vol de cet avion, qu'on le fasse voler en hydrogène aussi, et qu'on passe ensuite au vol supersonique, ce qui sera fait dans un an, à partir de Rochefort. On va aller sur Rochefort, qui est un aéroport près de la mer, ce qui nous permet de voler au-dessus de l'océan pour éviter tout problème. Et limiter le bruit, le bang sonique par exemple. Et ensuite on passera sur l'avion hypersonique dans 4 ans et demi, une fois que l'ensemble du régime supersonique aura été complètement vérifié. Pourquoi la France? C'est une question très chauvine, mais je me permets de la poser. Alors Destinus, c'est une société vraiment européenne. La société mère est en Suisse, à Payerne, dans le canton de Vaud, canton francophone. Et on a 3 filiales, une filiale en France, dont je suis le directeur, une filiale en Allemagne qui est plus centrée sur tous les aspects propulsion, la filiale en France étant plutôt centrée sur les infrastructures sol, et en particulier la manière de produire et de liquéfier l'hydrogène dont nous aurons besoin sur les avions, mais qu'on peut mutualiser avec d'autres cas d'usage, la mobilité terrestre par exemple. Et une filiale en Espagne, à Madrid, qui, elle, est plus centrée sur, l'analyse système, l'ingénierie véhicule. On va parler de l'hydrogène, évidemment, puisque c'est la particularité de cet avion. Pourquoi Destinus a choisi le segment de l'hypersonique? Là, je voudrais revenir un peu au début, aux origines de la start-up, de l'entreprise. L'hypersonique réservé plutôt à l'armée, habituellement. Oui, c'est vrai. Alors, l'hypersonique, pourquoi? Parce que grâce à l'hydrogène. L'hypersonique militaire, aujourd'hui, c'est essentiellement le kérosène, et donc des durées de vol très courtes, et un besoin qui est un besoin très ciblé, si on peut dire. Là, l'idée, c'est d'apporter, grâce à l'hydrogène, qui a une particularité énergétique importante, de pouvoir faire des vols de longue durée. Faire des vols de longue durée propres à l'hydrogène permet d'offrir un transport aérien longue distance, de faire entre continents des vols de 2 à 3 heures, et donc d'ouvrir... Donnez-nous un exemple, mais oui, puisque c'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était la vitesse hypersonique. Voilà, Paris-New York, 1h15. Voilà. Paris-Singapour, 3 heures. Et donc l'idée, c'est vraiment d'offrir
Alors, on a l'ambition d'offrir ça pour Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Ça commencera peut-être par un espèce de super Concorde avec une offre plus haut de gamme. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est bien d'apporter une révolution au niveau du transport aérien pour pouvoir, en complément des transports subsoniques habituels, qui eux aussi vont être décarbonés, qui eux aussi vont passer sur des carburants propres, d'apporter un complément très grande vitesse permettant de répondre aux besoins de certaines catégories de personnes. Et l'aviation hypersonique décarbonée, ça aussi, ce positionnement, il était là dès le début ? Il était là dès le début. Oui. Il était là dès le début parce que l'hydrogène est un fluide merveilleux, c'est 3 fois plus énergétique que le kérosène. Donc, dans 1 kilo d'hydrogène, vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Et donc, utiliser cette énergie de manière à pouvoir offrir un transport rapide, c'était vraiment ça l'idée. Et c'était l'idée du fondateur, Mikhail Kokoric, qui est un scientifique de formation, un grand scientifique, et qui a vu aussi cette possibilité de pouvoir offrir ce transport aérien propre, grande vitesse. Est-ce que ça rajoute des difficultés, des contraintes supplémentaires, cette utilisation de l'hydrogène à la place du kérosène, bien sûr. des difficultés logistiques, techniques? Voilà, dites-nous, expliquez-nous. En fait, l'hydrogène doit être chargé liquide de manière à pouvoir embarquer le maximum de masse. Il faut qu'on consomme des kilos ou des tonnes, suivant la taille de l'avion. Et donc, un peu comme dans les voitures à hydrogène aujourd'hui, on essaye d'augmenter la masse chargée à bord. Sur les voitures, on fait ça avec un gaz hydrogène à haute pression, qui fait à peu près 40 kg par mètre cube. Nous, on doit le faire en liquide, comme Airbus d'ailleurs, pour ces longs courriers, de manière à avoir quelque chose de plus dense, 70 kg par mètre cube. L'inconvénient du liquide, c'est que c'est moins 250 degrés. Donc c'est très froid. Et donc il y a toute une science du froid, de la cryotechnie, comme on dit, qui est nécessaire et qu'on met en œuvre à la fois dans la production, sur l'infrastructure sol, et aussi bien sûr dans les avions, sur les réservoirs et sur l'alimentation des moteurs. Donc il y a cette technologie de l'hydrogène liquide qui est bien connue en France. En France, on fait ça pour les fusées Ariane depuis 60 ans à peu près. On a déjà ce savoir-faire. On a ce savoir-faire. Air Liquide est un des grands noms de la cryotechnie hydrogène. J'ai moi-même travaillé dans le spatial dans une époque antérieure et je connais les difficultés de l'hydrogène liquide, mais c'est un fluide qu'on sait maîtriser. Il faut le maîtriser différemment, il faut apporter des procédures, des standards qui aujourd'hui sont à développer, évidemment, et qu'on va faire à Rochefort, qu'on va construire avec cette unité pilote, de manière à pouvoir justement avoir et l'avion et l'infrastructure sol avec les procédés et les processus de remplissage. Vous parliez d'Airbus Air Liquide, comment vous financez, vous, aujourd'hui, ces projets ? Alors, Destinus est entièrement financé par fonds privés. Oui. Essentiellement, en grande partie, on va dire, avec son fondateur, mais aussi avec, lors des tours de table qui ont été faits en 2022, l'an dernier, et en ce moment, par des venture capital, par des family office européens, américains et singapouriens. Est-ce que vous bénéficiez d'aide de l'UE sur cette question-là, des financements particuliers, puisqu'elle a cette ambition, elle aussi, Tout à fait. de décarbonisation du secteur aérien? Absolument. J'étais la semaine dernière dans le salon High Evolution, qui se tenait porte de Versailles, et qui était très intéressant parce qu'on voyait très très bien la bascule et la transition énergétique depuis les fossiles vers l'hydrogène. Il y avait Stellantis, il y avait Renault, il y avait des camionneurs qui proposaient des véhicules à hydrogène. Et donc, cette bascule énergétique est en train de se produire. Elle est évidemment soutenue par les fonds européens, par les fonds nationaux, qu'ils soient français. Le gouvernement a mis 9 milliards sur la table pour passer à l'hydrogène. L'Allemagne également, l'Espagne, 7 milliards. Donc nous n'avons pas aujourd'hui en France de soutien public, mais nous espérons l'avoir prochainement dans le cadre de ces travaux et de ces programmes de décarbonation. Par contre, nous avons déjà obtenu ce type de soutien en Espagne à travers un financement européen national espagnol qui nous aide à construire un banc d'essai
pour les moteurs en hydrogène près de Madrid. Vous parliez tout à l'heure hypersonique FedEx, hypersonique Concorde. Oui. Donc l'objectif, in fine, c'est de transporter des biens et des passagers. Et des passagers, exactement. Dans quel sens? Les biens d'abord? Non, alors, on va évidemment commencer par l'hyper FedEx, si je puis dire, qui est un marché faisant à peu près aujourd'hui 60 milliards annuellement, sachant que le transport du passager est quand même le marché le plus important, c'est un peu plus de 100 milliards aujourd'hui, et c'est donc ce marché-là aussi que nous visons in fine. La différence, c'est un peu sur les certifications d'avion, qui sont relativement proches, qu'on transporte du cargo ou des passagers. Finalement, l'homologation et la certification sont assez proches. Donc, il n'y a pas un gap important à combler quand on va passer aux passagers. Et donc, partie intégrante de notre vie quotidienne, c'est-à-dire exactement... Enfin, voilà, à quel point? Alors, c'est offrir un avion qui sera sur l'aéroport. L'avion en lui-même sera, j'allais dire... classique au sens décollage par des pistes horizontales, des pistes traditionnelles dans un aéroport commercial, avec une insertion dans l'espace aérien commercial, qu'il quittera rapidement pour arriver à son altitude de croisière, 30 km, et sa vitesse Mach 5. Mach 5, c'est 6000 km/h à peu près. Donc, mais je dirais le contact au niveau des plateformes aéroportuaires sera classique en dehors de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Et dans un avenir proche, qu'est-ce que ça signifie? Alors, on vise la certification pour 2028. Oui. Les premiers vols de certification 2028 et donc une offre commerciale proprement dite vers 2030. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Philippe Giraud, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech, nous avoir parlé de cet avion hypersonique à hydrogène. Je rappelle, vous êtes le directeur général de la branche française de Destinus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le grand rendez-vous. Mettre en lumière les entrepreneurs de l'ombre et au parcours atypique, c'est l'ambition du Leadership Programme. Depuis plusieurs années, l'association Diversity Days tente de soutenir les entrepreneurs du numérique et de la diversité et d'accélérer leurs projets. L'édition Saint-Ouen a récompensé hier soir 16 lauréats. Nous en recevons 2 aujourd'hui sur notre plateau. Nadia Aftis, cofondatrice de la start-up FKM Mobilité. Bonjour Nadia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Thierry Sala nous accompagne également, fondateur de La Madré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On reçoit également la responsable des programmes Diversity Days, Iris Avital. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à tous les 3 d'être là. Iris Avital, le Leadership Programme, qu'est-ce que c'est exactement? J'en ai dit quelques mots, mais voilà, expliquez-nous. Bien sûr. Alors, le Leadership Programme, c'est un programme qui a été donc initié par l'association Diversity Days il y a quelques années. On a terminé tout juste notre 7e édition. Et en fait, c'est un programme qui vise à faire émerger des talents de nos territoires, donc notamment de quartiers prioritaires, des talents féminins, des talents parfois en situation de handicap, plus jeunes, plus vieux, d'origine sociale, ethnique, culturelle différents. En bref, des talents qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans l'univers start-up. Et l'objectif à travers ce programme, c'est de les accompagner dans l'émergence de leurs projets, dans la mise en visibilité aussi de leurs projets, et puis d'eux-mêmes aussi en tant que fondateurs, pour leur permettre d'avancer sur la suite. Avant de rentrer dans le détail de ce programme et de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre constat, le constat initial? Est-ce que c'était un manque d'accompagnement de certains entrepreneurs issus de certains milieux? Le constat initial, en fait, c'est ces entrepreneurs, on ne les retrouve pas aujourd'hui dans l'écosystème. On se rend compte qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui. En fait, ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas connaissance des opportunités, n'ont pas forcément les bons outils, les codes aussi, l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de start-up, de la start-up nation, comme on dit, la nation start-up. Et donc, c'est vrai que ce sont plein de notions, des codes qu'ils n'ont pas forcément, des terminologies qu'ils n'ont pas forcément, des réflexes. Et donc, beaucoup de choses qui leur mettent des freins. Voilà, aussi un manque de confiance qui peut jouer. Donc, l'objectif du programme, c'est aussi de lever ces freins-là, de les mettre en confiance. Et de leur permettre aussi de trouver leur place dans cet univers qui est tout à fait pour eux. Combien d'entrepreneurs vous avez accompagnés depuis la création de ce programme? Depuis la création, on a accompagné 280. Donc là, c'est notre 7e édition et puis on espère en faire 200 de plus d'ici au JOP 2024.
Je me tourne vers vous. Comment vous avez entendu parler de ce leadership programme, Nadia Haftis? Peut-être on commence par vous. Voilà, comment vous êtes arrivée là? Tout simplement en regardant dans les réseaux sociaux. Donc, on a entendu parler de Diversity Days, de ce programme leadership et de cet accompagnement pour les projets à impact. Et du coup, j'ai fait ma candidature spontanément et j'ai été reçue. Voilà. C'est ça là? C'est très simple dans l'écosystème à impact. Vous avez des business angels, des VCs qui tirent des verticales impact. Mais dans cet écosystème, il y a Diversity Days, qui est vraiment la seule entité pour moi qui met en avant des sujets, des startups très sérieuses et qui ont un impact concret. Donc vous la connaissiez avant même d'être lauréate? Non, je l'ai découverte. Vous l'avez découverte, voilà. En fouinant un petit peu, en cherchant qui était l'acteur qui mettait en lumière les startups à impact vraiment concret. Je suis tombé sur Diversity Days et donc j'étais très heureux de pouvoir candidater et puis d'être dans ce programme. Est-ce que vous avez déjà tous les deux bénéficié par le passé d'un quelconque accompagnement, d'association, déjà d'incubateur, ou c'est vraiment la première fois que vous êtes accompagnés? Pour ma part, non, j'ai déjà été accompagnée par un incubateur. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont tout appris concernant l'entrepreneuriat, puisque, comme disait Iris aujourd'hui, les codes, on ne les a pas forcément, puisqu'on ne fait pas tous des écoles de commerce ou de grandes études. Et vraiment, aujourd'hui, moi, l'incubateur qui m'a accompagnée dans un premier temps, il m'a vraiment tout appris sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le tremplin, c'est vraiment Diversity Day. Donc, c'est vraiment l'incubateur qui m'a permis d'accélérer aujourd'hui et de révéler ma start-up. C'est quoi les codes de l'entrepreneuriat? Donnez-nous des exemples. Alors, le code de l'entrepreneuriat, c'est un peu déjà tous les grands mots qui arrivent au début quand on n'est pas sorti, quand on sort d'école de commerce, on ne sait pas vraiment ce que c'est, B2C, B2B, B2C, B2B. Tous ces anglicismes. Donc aujourd'hui, exactement, tous ces mots-là. Alors moi, j'ai cru que c'était un groupe de To Be Free au début. Je me suis dit, ah ouais, cool. Mais non, finalement, c'est pas ça. Et donc, en fait, on est là, justement, ils sont là pour nous apprendre les codes de l'entrepreneuriat. Ils sont là vraiment pour nous apprendre comment nous révéler dans ce monde qui nous est inconnu aujourd'hui. Déjà accompagné, Thierry Sala, par le passé, par une association, par un incubateur? Pas du tout, absolument pas. Et c'est la force de Diversity Days, c'est que même quand on a des codes, même quand on est déjà passé dans l'écosystème, Diversity Days a cette manière de détecter les projets à impact pour les mettre en lumière. Voilà. Donc, encore une fois, de l'impact concret, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas de principe actif réel dans cet écosystème. Et Diversity Days est pour moi le principe actif qui fait que quand vous avez un sujet cohérent avec une vraie proposition, ils sont là pour vous accompagner et puis pour réseauter un peu plus que vous pouvez le faire vous-même de votre côté. Comment ils ont été sélectionnés, ces lauréats, puisqu'ils vous ont trouvé, ils vous ont trouvé sur les réseaux sociaux, ils vous ont trouvé en entendant parler de vous. Est-ce que vous allez les chercher? Et ensuite, comment vous les sélectionnez? Comment vous en avez sélectionné donc 16 cette année? Exactement. Alors en fait, on les sélectionne, on les identifie surtout à travers deux manières. La première, les candidatures spontanées, ceux qui nous trouvent spontanément via les réseaux sociaux, via des interviews, via leur réseau. Et puis aussi, tout un réseau de partenaires, de prescripteurs, donc la mairie de Saint-Ouen, comme une image, différents acteurs ME93 du territoire qui aujourd'hui accompagnent aussi des talents, des projets et qui ont pu nous flécher, nous identifier certains en nous disant pour moi celui-ci mériterait votre accompagnement parce que son projet est solide mais manque de confiance, ou alors son projet peut s'envoler mais il faut qu'il soit mis en réseau, il faut qu'il soit mis en visibilité. Et donc, c'est comme ça qu'après, nous, on essaye de venir apporter ce complément pour faire en sorte de faire émerger ces entrepreneurs et puis leurs projets à impact, puisque c'est aussi ça qui est très important pour nous. Des projets très différents, certains autour de la jeunesse, d'autres sur l'éducation, d'autres sur la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, mais tous qui, en tout cas, visent à faire aussi une société meilleure au niveau de leur écosystème ou plus largement du territoire national. Donc il y avait ce critère-là de l'impact. Est-ce qu'il y en avait d'autres pour être sélectionnés impérativement? Oui, alors nous on a un autre critère qui est très important pour nous Diversity Day, c'est le critère tech, du numérique. On a toujours perçu le numérique comme un accélérateur de diversité, un moyen aussi de briser certains plafonds, certaines limites. Donc il y avait ce volet tech, soit un volet qu'on retrouve au sein des projets, avec des projets qui vont avoir vraiment une grosse composante tech,
numérique pour fonctionner, besoin d'applications, besoin de ressources, etc. Soit des projets qui vont avoir besoin de la tech, du numérique pour se faire connaître, pour vraiment être connus du grand public, de partenaires. Et donc c'est notamment sur ça qu'on essaye de les accompagner et que sur le plus long terme, on essaye de continuer de les suivre. C'est de faire en sorte que le numérique soit vraiment un outil pour eux, pour se faire connaître et pour aussi pouvoir permettre d'aller toucher plus de personnes. Le niveau de développement n'est pas forcément un critère à remplir pour intégrer le programme. Non. On peut être au tout début de la création de son entreprise ou être un peu plus déjà tout à fait. En loin. fait, vous pourrez réagir aussi, mais vous aviez tous des niveaux très différents. Certains qui, et puis sur toutes les promos, c'est similaire. Mais certains qui en étaient encore à l'idéation ou en tout cas à encore se poser pas mal de questions sur le modèle économique, et puis d'autres qui étaient déjà plus avancés avec des solutions qui étaient déjà testables ou qui étaient déjà lancées et qui maintenant devaient être activées. Oui, Thierry Sala, vous vouliez réagir. C'est la force de Diversides, c'est que quel que soit le degré de maturité des différentes startups, le panel d'outils, d'accompagnement et de réseautage est présent et répond vraiment à chacun d'entre nous. Ça, c'est intéressant. On va en parler du degré de maturité, mais avant, quand même, on veut savoir ce que vous faites. La Madré, c'est quoi, par exemple? Thierry Sala, expliquez-nous en quoi consiste votre activité. Alors, La Madré, c'est la première start-up conversationnelle gratuite dédiée aux 16-30 ans. Et La Madré, c'est un guichet unique qui permet à tout jeune, 16-30 ans, de poser directement sur un site internet relié à WhatsApp une question, quel que soit le sujet. Par exemple? Aujourd'hui, alors, question d'ordre personnel, Ouais. je cherche un job, une formation. D'ordre financier, je voudrais une banque pas chère, une assurance pour mon scooter. Et également d'ordre de santé mentale. Je me sens pas bien, de la détresse, du sentiment de solitude. Donc La Madré aujourd'hui, j'ai même une nouvelle à vous faire aujourd'hui. La Madré aujourd'hui, drivée par l'intelligence artificielle, et grâce à ChatGPT, nous permet de répondre à ces 3 blocs. Et on donne quotidiennement des conseils sur de la finance, banque, assurance mutuelle, des conseils sur des jobs existants, des formations possibles, et de l'accompagnement sur des questions de santé mentale. Donc votre activité, en tout cas votre solution, repose sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT, c'est ce que vous dites? Elle repose. Alors nous, c'est de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Oui. C'est-à-dire qu'on a une première couche qui est de l'IA pour répondre au plus grand nombre, plus rapidement à toutes les questions qu'on nous pose. Encore une fois, quel que soit le sujet. Mais derrière, il y a toujours des humains pour répondre de manière précise, parce que notre mission, c'est de redonner à toute une jeunesse des solutions, en tout cas des informations fiables, utiles et actionnables. Voilà. Vous, comment vous est venue cette idée? C'est très très simple. Ouais. Moi, je suis né dans les années 60. Et dans 60, il y a le numéro 6. Et aujourd'hui encore, 6, c'est le nombre de générations qu'il faut pour passer d'une classe populaire à une classe moyenne. Et moi, j'ai eu la chance, grâce à une maman que j'aime fort, d'avoir eu accès très tôt à de l'information, encore une fois, précise, fiable. Et cette information m'a permis très rapidement de faire des bons choix, des bonnes études, des bons jobs, d'aller dans des bons cercles d'amis et professionnels. Donc, j'ai pu casser des plafonds de verre. Et donc, cette égalité des chances dont on parle toujours, moi, j'ai enjambé ces 6 générations, j'en ai fait une seule, grâce à une information. Et aujourd'hui, La Madré souhaite rendre à toute une jeunesse cette capacité d'agir, de sortir de la torpeur par des réponses très précises, très personnelles à des questions quotidiennes. Oui, parce que vous disiez donner de l'information à ceux qui en ont peut-être le moins. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle une infobésité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, on a entendu cette belle phrase qu'il est difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui, car face à ce flot d'informations, il est difficile d'aller chercher des informations précises sur notre devenir, encore une fois un job, une formation ou des conseils financiers pour bien gérer sa vie. L'information, on l'a, mais pas forcément la bonne. C'est ça. Donc nous, notre mission, c'est d'aller vers cette jeunesse. Et on propulse beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux pour dire, voilà, sur lamadré.fr, il y a ce gros bouton vert, tu cliques dessus et tu peux nous poser une question par écrit ou par un vocal. Et là, nos équipes, drivées par l'IA, répondent au jour le jour. Et comme ça, vous avez en main vraiment une information utile qui vous permet d'agir. Et sur cette jeunesse qui est très bloquée sur les projets perso et pro. Et voilà, c'est de leur redonner ce pouvoir-là d'action au quotidien.
FKM Mobilité, c'est une société de transport un Oui. peu différent. En quoi consiste exactement votre activité? Expliquez-nous. Alors, FKM Mobilité, c'est une société de transport qui accompagne les personnes en situation de handicap à leur favoriser la pratique d'une activité sportive et ou culturelle. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les personnes qui sont en situation de handicap, on a 12 millions de personnes en situation de handicap en France et 430 000 enfants à la rentrée scolaire. Et simplement 2% pratiquent une activité sportive aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est le transport. Donc, qui manque énormément. Et la deuxième, c'est que des clubs sportifs aujourd'hui ne sont pas inclusifs. Et donc, nous, en fait, on vient répondre à cette problématique en décidant, aujourd'hui, on est dans le 93, on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On prône le sport pour tous, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne pratique pas de sport. Et ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, quelle est l'offre de transport exactement que vous proposez? Alors, on les transporte comment Tout simplement, alors FKM Mobilité, il faut savoir que c'est des chauffeurs qui sont accompagnés, qui sont formés, et vous avez un accompagnement personnalisé. Donc, on a un site internet aujourd'hui qu'on a réussi à avoir grâce à Google. Et suite à un concours que j'ai passé, j'ai eu la chance d'avoir mon site internet créé. Et donc, en fait, vous allez simplement sur mon site internet, vous faites une réservation. Et après, nous, on vient. Et un chauffeur vient vous chercher? Un chauffeur vient vous chercher et on vous dépose. Donc, on vient chercher à votre domicile, on vous accompagne à votre club sportif, on patiente le temps de votre séance de sport. D'accord. Et ensuite, on vous ramène à votre domicile. Iris, quel est le point commun entre tous ces lauréats, toutes ces activités? Le point commun, c'est leur détermination, leur envie d'aller plus loin, leur envie vraiment de faire. On a déjà parlé d'impact, on a déjà parlé de numérique, mais en tout cas, ces talents, ces 16 talents, ils ont envie, ils ont de la niaque, ils ont de l'énergie, ils ont de la bienveillance aussi à l'égard des uns et des autres. Et c'est vraiment toute une promo qui aujourd'hui, sur des projets très différents, arrive tout de même, en tout cas je l'espère, à trouver des points communs, parfois sur des états d'avancement, parfois sur des difficultés, parfois sur et puis se partagent des réseaux, des conseils, s'entraident. Donc leur point commun, c'est que c'est toutes des personnes formidables. Est-ce que vous aussi, c'est votre histoire personnelle qui vous a inspiré pour créer cette activité? Oui, tout à fait. Expliquez-nous. En fait, j'ai un petit garçon qui est en situation de handicap invisible. Il fait partie des 80% de personnes en situation de handicap invisible. Et lorsque je suis partie à la rentrée scolaire pour inscrire mon fils au sport, donc au Forum des associations, la structure m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas le prendre et que je devais me rapprocher vers un club handi. Et en rentrant chez moi, j'ai été chercher sur Internet et le club handi le plus proche était à 1h30 de chez moi. Donc quand vous êtes maman de 3 enfants, parce que j'ai 3 enfants, comment vous faites? On ne peut pas se démultiplier. Et j'ai été chercher des solutions pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir un transport pour que mon fils puisse s'épanouir dans sa vie sociale. Et là, on m'a dit non, ça n'existe pas. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été voir d'autres associations pour savoir si des parents étaient dans le même cas que moi. Et puis finalement, il y a des parents, mais il y a aussi des adultes en situation de handicap. J'ai un ami à moi qui est en fauteuil roulant, qui fait du fauteuil, qui habite Porte de Vincennes et qui doit aller à Châtenay-Malabry pour faire son activité. Donc, je vous laisse imaginer la distance en transport, c'est plus de 3 changements. Alors quand on est en fauteuil, comment on fait aujourd'hui? Et cette situation, elle m'a révoltée. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, pas seulement pour mon enfant, mais pour les 12 millions de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, vous avez combien de chauffeurs qui travaillent avec vous? Aujourd'hui, on est 3. Notre but, c'est de nous agrandir, donc déjà dans tout le département du 93, et ensuite dans toute l'Île-de-France, et après au national, évidemment, parce que l'handicap n'a pas de frontières. Comment Diversidays va pouvoir vous aider justement à faire tout ça, à vous développer? Écoutez, déjà, ils ont bien commencé. La soirée d'hier, c'était exceptionnel. Donc, écoutez, déjà, tous leurs partenaires qui étaient présents hier ont soutenu la démarche, ont trouvé le projet exceptionnel. Donc après, ça va être une mise en relation, travailler avec eux, qu'ils deviennent nos partenaires et que ça va être notre force.
Voilà. Diversidays, comment vous les accompagnez? L'accompagnement peut être de différentes formes, en effet, selon le degré de maturité de l'entreprise, selon les besoins. Ça, vous vous adaptez. Je sais que j'ai vu 120 heures d'accompagnement, mais dans le détail, on s'adapte aux besoins de ces entrepreneurs et de ces startups. Tout à fait. Alors, dans une certaine mesure, parce que nous, on réalise vraiment des éditions, donc c'est une promo. Donc, les 120 heures, ça va être des formations de montée en compétences sur différentes thématiques, les financements, la stratégie, qui sont plutôt collectives. Et en effet, après, ça reste quand même des promotions en petits groupes. 16 personnes, c'est pas tant que ça. Donc, il y a quand même cet accompagnement aussi individuel par les formateurs, par aussi Morane Montreux, qui est notre responsable du programme, qui passe beaucoup de temps aussi à s'assurer que les besoins des uns et des autres sont remplis, à ajuster aussi le programme au fur et à mesure. Ça se voit pas forcément, puisque on pense que tout est déjà établi, mais essayer de rajouter des intervenants ou des interventions en fonction. Donc c'est 120 heures. En fait, il y a vraiment 4 objectifs à travers le programme. La montée en connaissances, compétences à travers ces formations. La prise de confiance en soi aussi à travers les différents coachings, les coachings sur le pitch, différentes choses. La mise en visibilité à travers l'événement, par exemple, Tremplin d'hier soir, cette interview, d'autres opportunités. Et puis la mise en relation, comme l'a dit Nadia, l'objectif, c'est aussi sur la suite, pendant le programme, mais aussi après, de faire un petit peu les passes décisives pour les mettre en relation avec le bon partenaire, le bon acteur, le bon interlocuteur au bon moment, qu'on essaye toujours de faire pour essayer de toujours les pousser dans la bonne direction. Vous, Thierry Salah, quels sont vos objectifs de développement? De quelle manière vous avez besoin de Diversidays? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Alors, premièrement, on a un feu sacré commun qui est vraiment d'œuvrer pour le bien commun. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la première chose. Donc vous parlez la même langue? On parle la même langue, tout à fait. Et de notre côté, pour la Madré, c'est vraiment la capacité de réseauter à un niveau supérieur. Parce qu'encore une fois, cet écosystème tech, il est spécifique. Et grâce à Diversidays, on atteint, en tout cas pour la Madré, on atteint un degré de réseautage et de partenariat potentiel qui est intéressant. Iris, dernière question, quelle est la prochaine initiative de Diversidays? On s'arrêtera là-dessus. Oui, la prochaine initiative pour le Leadership Programme, c'est donc une édition à Ivry-Courcouronnes qui démarrera dans quelques semaines. Les candidatures sont toujours ouvertes. Donc, si vous êtes entrepreneur ou que vous connaissez un entrepreneur qui mériterait de profiter du programme, n'hésitez pas. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver le formulaire pour candidater. Il nous reste à peu près une semaine, je crois. Donc, allez-y. Mais c'est la prochaine étape. Le message est passé. Merci beaucoup, Iris Avital, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la responsable des programmes Diversidays. Nadia Aftis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés également, cofondatrice de la start-up FKM Mobilité. Thierry Salah, fondateur de La Madré. Merci beaucoup à tous les trois, mais je crois que vous restez un peu avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans Smart Tech pour vous parler, je le disais tout à l'heure, d'un festival qui démarre demain à Cannes, dédié non pas au cinéma, mais à l'intelligence artificielle. À tout de suite. Demain et pendant 3 jours, la ville de Cannes devient le centre névralgique mondial de l'intelligence artificielle à l'occasion du World AI Cannes Festival. C'est le premier rendez-vous mondial dédié exclusivement à l'IA, l'occasion de découvrir les nouvelles tendances IA dans le sport ou l'hôtellerie par exemple, mais aussi de sensibiliser le grand public à ces enjeux. Nous en parlons aujourd'hui avec David Aubron, il est responsable des conférences du festival. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. David Aubron, je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, il a lieu en France, ce festival. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça renvoie que ce rendez-vous mondial de l'IA ait lieu ici, chez nous? En fait, c'était vraiment une volonté à la fois locale et nationale d'avoir un événement qui reflète les questions d'IA en France, de montrer un peu ce que faisaient les acteurs, parce qu'on est des acteurs vraiment très intéressants. Et c'était aussi l'occasion de rassembler la planète entière pour parler d'IA, et donc de regrouper à la fois les startups, les entreprises locales, les grandes entreprises mondiales, et les penseurs qui sont peut-être partis parfois à l'étranger, comme Yann Lequin, par exemple. Donc parmi les acteurs du secteur représentés à ce festival, quelle est la part de Français? On est sur environ la moitié de Français. Les grandes entreprises sont plutôt internationales et on a énormément de startups locales et nationales qui viennent présenter. Alors expliquez-nous, David Aubron, comment vont se dérouler ces 3 jours exactement?
Donc on aura 2 premiers jours qui seront plutôt orientés B2B, donc plutôt orientés vers les professionnels, avec à la fois une exhibition, assez classique avec, plus de 200 stands, plus de des conférences avec plus de 300 speakers, des workshops, des ateliers, des pitch startups, et également des zones expérientielles où, les visiteurs pourront un peu toucher du doigt l'intelligence artificielle, ce qui est un peu rare parfois parce qu'elle est souvent cachée derrière les algorithmes et pouvoir un peu toucher, les robots, le comment est-ce que l'intelligence, artificielle fonctionne sur 5 zones: le sport, les robotiques, la réalité augmentée, tout ce qui est nourriture et hospitalité, ainsi que les ressources humaines. Et enfin, on aura un dernier jour, un jour B2C ouvert au grand public, où là, l'idée pour nous, c'est d'évangéliser ce grand public à l'IA, qui ne la connaît peut-être pas assez, même si on en parle assez en ce moment, pour qu'il puisse se rendre compte de ce que va être le monde de demain. Pourquoi c'est important de l'ouvrir au grand public et qu'est-ce que vous avez prévu justement sur cette 3e journée pour encourager la réflexion, l'apprentissage autour de l'intelligence artificielle? Alors c'est important parce qu'on entend beaucoup de choses, sur l'IA et que c'est quelque chose d'inconnu, donc ça peut, un peu, l'inconnu peut faire peur et il faut en parler pour éduquer les gens, pour qu'ils puissent comprendre ce que ça va amener, ce que ça change, ce qui est déjà là. Parce que l'IA est déjà très présente dans nos vies, et que comme ça, ils puissent mieux l'utiliser tous les jours. Donc pour ça, on va avoir, différentes conférences orientées plutôt vers le grand public, par exemple sur le sport, par exemple sur le cinéma, vu qu'on est à Cannes, ça tombe bien, mais également les zones expérientielles, et puis des échanges avec des acteurs qui, sont peut-être plus intéressés par toucher le grand public, comme par exemple, la gendarmerie nationale. Quelles sont cette année les grandes tendances de l'intelligence artificielle? Alors la grande tendance dont on a beaucoup entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Alors on entend beaucoup parler de ChatGPT, donc c'est de l'IA générative pour le texte, mais on a eu aussi beaucoup de l'IA générative pour les images. C'est vraiment la chose qui a marqué l'année. On parle désormais d'IA qui vont créer des vidéos ou créer des voix par elles-mêmes et ça, c'est vraiment quelque chose qui à la fois fait peur parce que ça on parle beaucoup de remplacer le travail des gens, mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre des potentiels, heu, nouveaux et créer énormément de nouveaux emplois. Thierry Sala, vous pouvez donc être rassuré puisque vous êtes dans les tendances de l'intelligence artificielle cette année. Exactement, le momentum est bien pour la Madré, puisque nous, on est, comme on dit, IA for good. Et c'est vrai que c'est un vrai séisme aujourd'hui, un séisme positif, puisque ça met dans le prisme, dans l'œil du grand public, ce que c'est une IA générative, donc l'IA de discussion. À un tel point que aujourd'hui, face à ChatGPT, quand OpenIA l'a sorti, on a gagné 7-8 ans par rapport à ce qui était prévu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Google va annoncer la sortie de Bard, qui est un peu ici pour équilibrer un peu les forces de l'IA conversationnelle qu'on utilise chez la Madré. Les tendances, les 5 zones thématiques, j'aimerais qu'on revienne là-dessus aussi, David Aubron. Elles sont censées quoi? Représenter les secteurs dans lesquels les cas d'usage sont les plus nombreux, c'est ça? Non, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage en fait qui sont un peu intangibles, dans la banque, dans la finance, dans l'industrie. L'idée, c'était de permettre aux gens de voir ce que c'est que l'IA, parce qu'en fait, quand vous utilisez votre smartphone tous les jours, vous avez de l'IA. Chaque clic de bouton est presque de l'IA à chaque fois. Mais c'était l'idée de pouvoir un peu montrer aux gens ce que c'est vraiment l'IA, de la toucher, de se la représenter avec, par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est un robot, comment est-ce que ça fonctionne, montrer aussi ses limites et ses avantages. Et ça, vous comptez sur des startups pour montrer ça? On s'appuie sur des startups, on s'appuie aussi sur des grands groupes qui parfois veulent montrer qu'ils sont innovants sur ces sujets, mais beaucoup de startups à la fois locales et internationales. Ouais. Comment ce festival valorise-t-il l'innovation? Alors, vous l'avez dit, les startups sont représentées, beaucoup, parce que c'est elles qui poussent l'innovation, même si on entend évidemment les grands groupes, on vient de parler de Google, qui sortent des choses intéressantes, mais l'innovation est vraiment poussée par les startups et cette innovation, elle va être récompensée, par des awards, les Cannes Neurons Awards, où l'idée pour nous, c'était de
féliciter les startups qui poussent des messages positifs pour l'IA. Donc, on a des catégories AI for Good, AI pour le social, AI pour la créativité, et de mettre en avant un peu ces entreprises qui poussent l'IA dans la bonne direction. On en a beaucoup parlé de cette question sur ce plateau aujourd'hui. David Aubron, pourquoi selon vous l'IA est-elle si étroitement liée finalement à toutes ces questions de l'impact, de la durabilité ? Parce que l'IA a des impacts sur à peu près toute notre vie courante, évidemment, et comme c'est assez fantasmé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et être reprochées pour l'IA. Alors qu'en fait, un des gros avantages, c'est le fait que ça peut être accessible à beaucoup de gens. Et qu'en fait, c'est un miroir de notre société, l'IA, puisqu'on utilise les données que nous lui fournissons. Et si on veut pousser pour une IA for good, il faut en un sens que la société pousse pour être plus positive. Et quand on parle beaucoup d'environnement, etc., c'est évidemment des choses que l'IA touche en particulier. Thierry Salache, vous voyez faire ça. Le message, c'est vous défendez le même. Absolument, parce qu'on a une vision de cette intelligence artificielle vraiment au service du bien commun. Cette IA, elle peut vraiment démocratiser, en tout cas de notre côté, cet accès à l'information et donner au plus grand nombre un accès à des choses auxquelles elle n'avait jamais eu la possibilité de toucher auparavant. Donc l'IA permet comme ça de déverser la bonne information et au plus grand nombre. David Aubron, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous attendez du monde pour ces 3 jours ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez un objectif, une ambition ? Alors on attend 15 000 personnes, 10 000 en présentiel et 5 000 à distance. Donc voilà, ça va être un peu une très grande messe pour l'IA. Et Cannes va vibrer au son des robots prochainement. Cannes va vibrer au son des robots, donc à partir de demain, et ce pendant 3 jours. Merci beaucoup David Aubron de nous avoir accompagnés à distance. Merci. Je rappelle, vous êtes le responsable des conférences donc de ce World AI Cannes Festival. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie à nouveau tous les 3 de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci. Nadia Aftis, Thierry Salah et Iris Avital. Merci beaucoup tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À demain, salut.